Bon, lourde tâche de conclure, effectivement, après l'enthousiasme de Béatrice sur la cornée. Mais je vais être provocateur, moi aussi. Pourquoi la cornée devrait-elle payer pour les crimes du cristallin, Béatrice? Dis-moi un peu. C'est pas moi qui l'ai sorti, ça a été sorti d'un symposium il y a 2 ans. Franchement, la pauvre cornée n'a rien demandé, c'est le cristallin qui est presbyte, non? Qui vous fait devenir presbyte, c'est pas la cornée. Donc pourquoi vous voulez faire payer cette pauvre cornée? Donc on va s'intéresser au cristallin, effectivement. Alors, effectivement, ce qu'on veut faire en mettant un multifocal, c'est compenser la vision de loin et la vision de près pour le mieux. On arrive actuellement avec je rentre dans les publications, enfin globalement, les taux de satisfaction, les taux d'indépendance totaux aux lunettes sont quasiment de 90% sur les séries sérieuses actuellement. Alors ces implants, je vais très vite là-dessus, vous savez qu'il y a 2 grands types, il y a les diffractifs tout d'abord, qui classiquement sont peu sensibles au décentrement, mais ne les décentrez pas, ce n'est pas bon de toute façon à mon avis. Ils ne sont pas dépendants du diamètre pupillaire, sauf si, on va le voir après, ils sont apodisés. Et enfin, ils peuvent être, on va le développer, bifocaux, trifocaux ou même addition progressive. Alors, l'apodisation, effectivement, c'est quoi? C'est important parce que c'était la révolution Restore il y a une 12aine d'années, tel que cet implant, les marches de diffraction ont été travaillées pour donner une pupillodépendance, en ce sens qu'à pupille étroite, il y a autant d'énergie lumineuse pour la vision de loin et de près, et à pupille large, la partie dévolue à la vision de près reçoit moins d'énergie lumineuse, et du coup les effets photiques sont moins ressentis, moins intenses, donc moins ressentis, donc moins fréquents. D'autres progrès optiques ont été apportés. Tout doucement, au fil du temps, la Telisa et le Technis multifocaux ont eu un lissage de leur diffraction, ce qui réduit également les effets notamment d'éblouissement. La correction des aberrations sphériques a apporté beaucoup, on l'a vu déjà en monofocalité, mais également pour la multifocalité, ça améliore statistiquement la qualité visuelle, surtout en vision de loin. Et par exemple, le Technis corrige les aberrations chromatiques de l'implant, ce qui améliore encore la qualité visuelle de loin à nouveau. Alors, on a eu les diffractifs bifocaux qui sont maintenant, vous le savez, toriques dès 0,75 dioptrie. On peut corriger jusqu'à donc 0,50 en pratique d'astigmatisme cornéen si on le veut, pour les T2 par exemple d'Alcon. Une des nouveautés également a été la grande gamme qu'on a d'éditions différentielles pour la partie vision de près, 2,50, 3 ou 4. Vous enlevez un tiers pour obtenir la correspondance lunette, vous le savez à peu près. Voilà. Le Technis multifocal est un peu différent parce que sa diffraction est située en postérieur, alors que le Restore, la diffraction est située sur la face antérieure de l'implant, ce qui donne des différences également. Alors, ces implants bifocaux ont été critiqués parce qu'ils donnaient en courbe de défocalisation une courbe en dos de chameau et pas de dromadaire. Et du coup, vous avez un gap pour la vision intermédiaire à -1, -1,50 jusqu'à -2 parfois. Il faut quand même savoir que les dernières générations, par exemple celui-ci, a donné, en binoculaire bien entendu, une vision quand même intermédiaire tout à fait satisfaisante grâce à la version addition +3 et sans vraiment pénaliser hautement la vision de près. Alors, quand même, ont été sortis depuis 3-4 ans maintenant les diffractifs trifocaux avec 3 foyers, dont il existe 2 représentants actuellement. Ils existent maintenant tous les 2 également sous version torique. Le but, c'est de donner une vision à la fois de loin, une vision intermédiaire, bien entendu, et une vision de près. Avec deux implants en pratique, le Physiol par exemple, qui est apodisé. Vous voyez qu'à nouveau, ça ressemble un petit peu au Restore. Voici un implant de 29 dioptries là qu'on insère par une incision de 1,8, je passe rapidement, et ça va stretcher peut-être à 1,9 ou 2. Enfin, on arrive à faire de belles choses quand même par 1,8 mm. Et donc, celui-ci est apodisé. Par exemple, le concurrent que vous voyez ici, c'est un Atelisa trifocale torique avec un cylindre de 2 qui corrige donc une dioptrie 33 environ. Même chose, il passe par 1,8, on l'insère bien. C'était un sujet jeune avec une sous-capsulaire précoce. Il ne faut pas se tromper d'axe, évidemment. Enfin bon, vous avez vu ça tout à l'heure avec Solange Milazzo. Pas de difficulté. Celui-là n'est pas apodisé. Il donne à peu près autant d'énergie lumineuse loin près selon l'état de la pupille. Ces implants trifocaux donnent une courbe effectivement beaucoup plus satisfaisante au niveau de la courbe de défocalisation, comme vous le voyez, avec quasiment du 9 au 10 dixième en binoculaire sur quelques séries. Donc ça, ce sont les diffractifs. Vous avez à côté de ça les implants réfractifs, où là c'est totalement différent. C'est plus les stries que vous voyez, mais ce sont des zones annulaires en général,
le M-Flex par exemple. Ça, c'est un autre implant, c'est le Rhizoom que vous connaissez, qui a suivi en fait le SA40 bien connu d'il y a une vingtaine d'années, mais qui a l'inconvénient de ne donner une vision satisfaisante de près qu'à pupille environ 3 mm. Donc ce genre d'implant-là est en train de disparaître au profit de nouveaux implants, qui sont des implants réfractifs à addition sectorielle, où il y a seulement un secteur qui apporte une vision de près, à la fois par une zone plus puissante ici, mais également une zone de transition qui apporte une vision intermédiaire. En voici donc, à nouveau, c'est un implant qui a une forme de navette. L'autre version de cet implant qui n'est pas navette, je vous la déconseille car elle se descend plus facilement. Et donc il passe par un 8. Vous avez des dioptries jusqu'à 34, 35 dioptries même pour ces implants. Enfin bref, ça marche très bien. Voilà. La courbe d'énergie lumineuse, vous le voyez, est un petit peu différente. Il y a relativement peu de différence entre une pupille de 2 mm que vous avez ici et une pupille de 4 ou 5 par là. Mais en pratique, ces implants donnent peu d'effets secondaires. C'est un implant dit à profondeur de champ qui ne dispense quand même pas d'une addition complémentaire pour la vision de près. Il est décliné actuellement en 3 additions possibles, plus 3, plus 2 et plus 1,50, le M plus confort. Celui-ci est sorti au mois de septembre dernier. Il a été augmenté dans sa qualité avec une aspéricité paraxiale additive, une optimisation du design de surface, enfin des petits raffinements techniques que les ingénieurs opticiens ont apportés, ce qui augmente encore sa performance. Mais voici la courbe de défocalisation binoculaire avec cet implant qui, vous voyez, tient la route avec des trifocaux par exemple. Les limites. Alors bien sûr, c'est ça le gros écueil des implants multifocaux, c'est le partage de lumière incidente. Donc moins de lumière pour de loin, moins de lumière pour de près, une superposition, une adaptation cérébrale nécessaire, une perte de lumière incidente, vous le savez, pour les diffractifs qui peut atteindre maintenant moins 20%, plutôt 15% quand même. Alors la problématique, c'est qu'on a des yeux qui devraient être parfaits, mais on sait que de nombreuses pathologies abaissent la performance visuelle et que ces yeux parfaits vont devenir un jour imparfaits, à moins de mourir avant, bien sûr. Et donc, vous avez le vieillissement physiologique maculaire, par exemple, qui induit indéniablement une perte de qualité visuelle chez le patient avec un implant multifocal plus vite ressenti. Et puis, vous avez d'autres pathologies qui existent. Alors, il faut, avant de mettre ces implants, vous évaluer un petit peu le risque d'évolution pathologique avec les antécédents, avec vos examens très précis, mais également vous analysez le rapport bénéfice sur risque, vous analysez sa motivation et vous évaluez, si possible, l'évolution prévisible vers un état pathologique qui vous semble probable, peu probable, etc. Vous devez également donner, d'ailleurs, dans ces cas un peu limites, un consentement et une information spécifique en disant « Monsieur, vous avez un état qui peut être glaucomateux, votre œil peut être moins performant par la suite ». Donc n'hésitez pas à pousser vraiment la difficulté, quand il y a une difficulté comme ça, à pousser l'examen et à montrer au patient qu'il y a quand même une petite difficulté. Pourquoi? 2 exemples, les plus classiques. Le glaucome baisse les basses fréquences spatiales, les multifocaux baissent les hautes fréquences spatiales. Les deux conjugués, un patient qui devient glaucomateux, il ne voit rien pour conduire la nuit. Mais alors lui, il ne peut pas conduire la nuit. J'ai eu des exemples de patients que j'ai vus qui sont venus me voir pour un deuxième avis. Ils ne pouvaient absolument plus conduire la nuit du tout avec leur implant multifocal, avec un cap sur disque à 0,9 bien entendu. Alors après, vous avez différents cas. Regardez par exemple ici, 75 ans, pas d'antécédent familial, un peu de cartéole, une courbe OCT très peu modifiée. Il est bien équilibré à 15 ou 16, etc. Tout va bien. Je pense que là, on ne craint pas grand-chose. Par contre, 55 ans, un champ visuel déjà perturbé, des antécédents familiaux de cécité, vous vous abstenez bien entendu. La DMLA, même chose, 75 ans, une acuité OTS à 10 dixièmes, des petits signes atrophiques. Pour moi, il n'y a pas de contre-indication formelle. Autre cas, 65 ans, antécédent grave, une acuité OTS qui est déjà plus à 10 dixièmes, une colloïde ou autre. Là, c'est une contre-indication formelle, bien entendu. Un bon exemple, une patiente que j'opérais il y a bientôt 10 ans, vous le voyez, hypermétrope, petit signe de sénescence maculaire au fond d'œil noté comme tel à l'époque, 2 atélisas, un IAC 3 ans après. Voilà sa macula 6 ans après, et donc elle se retrouve à 10 dixièmes par une 2, encore une dizaine d'années après. Donc ils ne font pas tous, fort heureusement, des complications néovasculaires. Néanmoins, si vous avez un doute, vous avez maintenant la réversibilité dite programmée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre, exemple sur cet œil droit, un patient de 75 ans qui avait une congénitale polaire postérieure, attention à la capsule, je lui ai mis un implant torique dans le sac, et le même jour, dans la même séance opératoire, je lui ai placé le Reverso qui va bientôt sortir sur le marché, qui est en fin d'évaluation, qui est donc un implant multifocal en piggyback que vous mettez dans le sulcus devant cet implant multifocal.
monofocal torique, pardon, j'ai mis le multifocal dans le sulcus par une incision de 1,8 également. Vous avez l'ancienne version ici, le add-on, qui passe par 3 mm et à la pince. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça, si votre patient est un petit peu rétif, il hésite un peu, vous lui dites, écoutez monsieur, pas de problème, on vous réopère dans 5 ans, dans 10 ans, on incise à même pas 3 mm, on enlève le multifocal et on traite votre pathologie quelle qu'elle soit. Voilà. Vous avez aussi quand même la possibilité, les yeux sont mieux opérés maintenant, d'enlever un implant multifocal. C'était une diabétique qui avait été opérée, qu'on m'a adressée avec un Restore, et malheureusement, qui avait déjà des petits signes d'émateux au fond d'œil. Et 3 ans après, je lui ai enlevé un Restore. Et vous voyez que ça vient relativement bien, ça demande des précautions. Regardez sur le site de la Saphir, j'avais parlé des explantations et techniques chirurgicales. On peut explanter, ne croyez pas que c'est obligatoirement très dangereux, ça peut être un risque, il faut prévenir son patient des risques. Regardez, on sort un implant 3 ans après, on le replie dans l'œil, on le sort et on va mettre la même version mais monofocale, donc un SN60 dans ce cas-là. Si ça avait été un Atelisa, on aurait mis soit un Atetorbi, soit un Asfina par exemple. On le remet exactement au même endroit dans le sac. Si on n'a pas fralé la zonule, tout va bien. Donc on peut faire ça. L'implant chambre postérieure peut être réversible quand même. Alors les indications, très rapidement, il faut bien cibler en fait le type d'implant que vous allez proposer selon votre profil patient. Les diffractifs, donc vont vous donner une plus grande polyvalence loin, intermédiaire et près, surtout les trifocaux, mais on a vu aussi également les bifocaux de dernière génération, au prix peut-être d'effets photiques un peu plus marqués, notamment une conduite de nuit dont on doit prévenir le patient qu'elle va être plus difficile. Par contre, la vision de près sera plus puissante que les autres, qui sont les réfractifs sectoriels en pratique aujourd'hui, qui donnent un meilleur confort sans doute en vision de loin, moins d'effets photiques, peut-être moins de contraste, perte de contraste à un âge plus avancé, mais certes la vision sociale est dite sans lunettes, loin intermédiaire, mais c'est un patient qui doit accepter au préalable la nécessité éventuelle de porter des verres de près en complément. Du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un mix and match. Et j'aime beaucoup les mix and match. On a discuté avec un de nos collègues de Dax tout à l'heure, qui le fait aussi. Ça vous augmente la polyvalence visuelle et surtout, ça vous réduit les effets secondaires. En utilisant la notion de dominance dont on a parlé tout à l'heure, pourquoi ? Ce que vous allez faire à ce moment-là, vous allez mettre dans l'œil non dominant que vous opérez en premier l'implant à plus fort potentiel en vision de près, donc le diffractif, et vous allez mettre l'implant réfractif sur l'œil dominant. Vous avez diverses combinaisons, on peut faire M+, ce que je viens de vous dire, mais vous pouvez aussi le faire en diffractif également, et vous pouvez même le faire avec une espèce de mini profondeur de champ, avec un monofocal d'un côté et un implant à profondeur de champ de l'autre. Ça n'est pas interdit, ce sera une aide à la vision de près, mais la personne peut s'en contenter. Donc c'est un compromis, vous le voyez, qui est modulable selon le profil du patient. Patient dont vous avez l'impression qu'il est un peu hésitant à cause du risque de halo, vous lui mettez un monofocal d'un côté, un multifocal de l'autre, progressif, à profondeur de champ, il peut être excessivement content. Voilà. Donc en conclusion, vous voyez que ces implants ont fait d'énormes progrès. On arrive à augmenter les indications, grâce à la toricité notamment. Il faut rester prudent. On a quand même la réversibilité qui est une notion nouvelle qui se développe de plus en plus. Restez quand même très prudent sur les indications réglementaires et aux patients aux hautes exigences visuelles. C'est ceux-là souvent qui sont les moins satisfaits, des gens qui sont très exigeants de loin. Même s'il n'y a pas une contrainte réglementaire, il faut faire très attention. Voilà, je vous remercie.